Il crachait des mots comme du poison. Elle écoutait en silence. Mais quand cette serveuse ouvrit la bouche, même le millionnaire en perdit la voix. Ce qu'elle a dit ce soir-là a bouleversé la vie de tous ceux qui étaient présents. Les mains d'Antonia Tavares tremblaient, non pas de peur, mais d'épuisement, car c'était son 3e service consécutif à la terrasse du Belmonte, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Elle avait tellement mal aux pieds que chaque pas était une véritable punition. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas se plaindre. Elle ne pouvait même pas soupirer trop fort, car dans le milieu où elle travaillait, les serveuses n'avaient pas le droit d'avoir l'air fatiguées. Et c'est précisément ce soir-là, alors que la salle était pleine à craquer et que la cuisine tournait à plein régime, que tout s'est produit. Antonia portait un plateau avec 3 plats lorsqu'elle a entendu la voix. Une voix forte et rauque, chargée de mépris, déchira le murmure du restaurant comme un couteau. Tous les occupants de la salle se figèrent. Les couverts restèrent suspendus en l'air. Les conversations s'interrompirent brusquement. Tous les regards se tournèrent vers la table du coin, où un homme en costume se tenait, pointant du doigt le visage de la jeune femme. J'avais commandé mon steak saignant. Pour en venir au fait. Êtes-vous sourd ou simplement incompétent? Il s'appelait Renato Montero. Tout le monde en ville savait qui il était. Propriétaire d'un réseau de concessions automobiles qui lui rapportait des millions, figure incontournable des chroniques mondaines, il était aussi connu pour sa fortune que pour son caractère impossible. Lorsque Renato entrait dans un restaurant, les serveurs échangeaient des regards inquiets. Lorsqu'il s'asseyait à table, l'atmosphère devenait pesante. Et quand elle ouvrit la bouche pour se plaindre, personne n'osa lui répondre. Personne. Jusqu'à cette nuit-là. Antonia s'arrêta net, le plateau toujours en équilibre entre ses mains. Toute la pièce la regardait, attendant la réaction immanquable de celle qui était humiliée par Renato. La tête baissée, des excuses murmurées et une retraite silencieuse. Voilà comment ça se passait. Ça avait toujours été comme ça. Mais Antonia n'a pas cédé. Monsieur? Dit-elle d'une voix ferme, en le regardant droit dans les yeux. La commande a été préparée exactement comme vous l'avez demandé. Je me suis chargée de vérifier personnellement auprès de la cuisine avant de vous l'apporter. Le silence qui suivit était si pesant qu'on aurait pu entendre la glace fondre dans les verres d'eau. Renato plissa les yeux, comme incrédule. À la table voisine, Fabricio Duarte, son associé, s'arrêta de mâcher, sa fourchette à mi-chemin de la bouche. Bruna Montero, la femme de Renato, ferma les yeux un instant, comme si elle pressentait déjà que l'orage ne faisait que commencer. « Qu'avez-vous dit » demanda Renato, baissant la voix d'une manière encore plus menaçante que lorsqu'il criait. « Vous insinuez que j'ai tort. » « Je dis que j'ai vérifié la commande, monsieur. Si cela ne vous convient pas, je peux demander qu'on vous le serve immédiatement dans une autre assiette. » Renato fit un pas vers elle, un pas lent et calculé, comme pour l'intimider par sa stature, sa présence, le pouvoir que l'argent pouvait acheter. Les autres clients aux tables voisines se reculèrent sur leurs chaises. Une femme, un peu plus loin, porta la main à sa bouche. Claudia, la collègue d'Antonia, qui avait tout observé derrière le comptoir, serra si fort le torchon que ses jointures blanchirent. « Tu crois » commença Renato en pointant de nouveau son doigt à quelques centimètres du visage d'Antonia. « Pourquoi me parlez-vous ainsi? Savez-vous qui je suis? Savez-vous combien je dépense dans ce restaurant chaque mois? Je dépense en une seule soirée plus que vous ne gagnez en une année entière. Et vous osez me dire que j'ai tort » Antonia ne céda pas d'un pouce. Elle soutint son regard avec une sérénité déconcertante, comme si, derrière cet uniforme de serveuse, se cachait quelque chose qu'il ne pouvait voir. Quelque chose que personne là-bas ne pouvait voir. Pas encore. Monsieur, je n'ai pas dit que vous aviez tort. J'ai dit que j'avais vérifié la commande. Ce sont 2 choses différentes. Une femme à une table voisine a laissé échapper un petit waouh. Fabricio laissa tomber sa fourchette dans son assiette avec un bruit métallique. Bruna ouvrit les yeux et regarda Antonia avec une expression mêlant étonnement et une sorte d'admiration. Renato rougit. Ce rouge-là n'est pas de la honte, c'est de la colère pure. La colère de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être confronté, qui a passé sa vie à entendre « oui, monsieur » et « comme vous voulez ». Et qui, soudain, tombe sur quelqu'un qui ne s'agenouille pas. « Appelez le gérant » dit-il entre ses dents serrées. Monsieur Amadeu, propriétaire de la terrasse Belmonte, était déjà en route. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la restauration, il connaissait tous les types de clients et tous les problèmes. Mais lorsqu'il atteignit la table de Renato et qu'il vit le regard ardent du millionnaire et la posture imperturbable d'Antonia, il sut que la scène était unique. « Monsieur Montero, bonsoir. Le service vous pose-t-il problème » demanda Amadeu d'un ton aussi conciliant que possible. « Problème » lâcha presque Renato.
Le problème, c'est cet employé qui ne sait pas servir un plat et qui ose encore dire que j'ai tort. Je veux qu'elle parte. Immédiatement. Et j'exige des excuses officielles. Soit je remets les pieds dans ce restaurant, soit je jure de ne plus jamais y remettre les pieds, et je ne manquerai pas de raconter à tout le monde le genre de service que vous offrez. Monsieur Amadeu sentit le sol trembler. Renato Montero n'était pas un client comme les autres. C'était le client qui amenait d'autres clients fortunés, qui assurait la visibilité du restaurant et qui représentait une part importante du chiffre d'affaires mensuel. Perdre Renato signifiait perdre du prestige, de l'argent, et peut-être même d'autres clients qui ne venaient que grâce à lui. Il se tourna vers Antonia avec un regard suppliant, la priant de simplement s'excuser, d'avaler sa fierté, de baisser la tête et de laisser passer l'orage. « Antonia, murmura-t-il, s'il te plaît. » Elle comprit la supplique silencieuse, la pression, la peur, la logique cruelle qui contraignait les faibles à s'incliner devant les puissants. Et pendant un instant, un bref instant, elle songea à faire exactement cela. Elle pensait à sa jeune fille, Valentina, endormie sur le matelas qu'elle partageait dans leur chambre exiguë. Elle pensait à sa mère, Donna Lucinda, qui s'occupait de sa petite fille pendant qu'Antonia travaillait tard dans la nuit. Elle pensait au loyer impayé, aux factures qui s'accumulaient, à ce travail qui était tout ce qui la séparait de sa famille et de la rue. C'est en repensant à tout cela qu'elle prit la décision qui allait changer à jamais le cours de cette soirée. « Je m'excuse si le plat ne vous a pas plu », dit Antonia en regardant Renato. « Mais je ne vais pas m'excuser d'avoir bien fait mon travail. » Tout le restaurant retint son souffle. Les yeux de Renato s'écarquillèrent. Monsieur Amadeu ferma les yeux. Bruna porta ses deux mains à sa bouche. Fabricio repoussa sa chaise, comme pour prendre ses distances. Et les clients des autres tables commencèrent à chuchoter, certains avec indignation, d'autres avec quelque chose qui ressemblait fort à du respect. « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie, » dit Renato en pointant Antonia du doigt, tremblant de colère. « Tu sais ce que je fais aux gens comme toi? Je les anéantis. J'appelle les gens que je connais. Et demain, tu ne trouveras même pas un boulot de laveuse de sol dans un bar du coin. » Antonia ressentit le poids de ces mots comme une enclume sur sa poitrine. Non pas parce qu'il croyait à la menace, mais parce qu'il savait qu'il était parfaitement capable de la mettre à exécution. Des hommes comme Renato Montero ne proféraient pas de vaines menaces. Ils disposaient de téléphones remplis de contacts, d'une influence qui s'étendait à toute la ville et d'un plaisir sadique à écraser quiconque osait les défier. Mais alors, il se produisit quelque chose d'inattendu. « Excusez-moi. » La voix venait de la table voisine. Une femme élégante et discrète, qui dînait seule et que personne n'avait remarqué jusqu'alors, se leva calmement et s'approcha d'Antonia et Renato. Elle s'appelait Teresa Vidal et dégageait une présence telle que même Renato recula instinctivement d'un pas. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » dit Teresa d'une voix si calme qu'elle semblait taillée dans le marbre. « Et en tant que cliente de ce restaurant, je dois dire que ce n'est pas cette jeune femme qui manque de respect. » Renato la fixa, l'air ahuri. « Et qui êtes-vous pour vous immiscer dans ma conversation ?» demanda-t-il. « Quelqu'un qui dînait tranquillement et dont le repas a été interrompu par votre spectacle, » répondit Teresa sans hausser le ton. « Vous criez sur une employée qui fait son travail. Si votre plat ne vous convenait pas, demandez-en un autre. Mais il n'est pas nécessaire d'humilier qui que ce soit pour cela. » Des applaudissements timides ont commencé à une table au fond de la salle. Puis d'autres. Et encore d'autres. En quelques secondes, la moitié du restaurant applaudissait. Pas bruyamment, pas avec enthousiasme, mais suffisamment pour que le son emplisse la salle et que Renato comprenne que, pour la première fois de sa vie, le public n'était pas de son côté. Bruna Montero regarda son mari, puis Antonia. Et dans les yeux de la femme du millionnaire, il y avait quelque chose que très peu de gens auraient remarqué à ce moment-là, la honte. Pas celle d'Antonia. De la part de Renato. « Allons-y. » Renato grogna à Bruna et Fabricio en jetant violemment la serviette sur la table. Cet endroit a perdu de son charme. Il se dirigea vers la sortie sans se retourner. Mais il s'arrêta près d'Antonia et lui murmura quelque chose qu'elle seule entendit. « Ça ne s'arrête pas là. Je vais te détruire. » Antonia ne répondit pas. Elle resta plantée là, au milieu de la salle, son plateau toujours à la main, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Les applaudissements s'éteignirent. Les clients retournèrent à leurs assiettes. Et le restaurant reprit peu à peu son rythme habituel, comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Claudia courut vers Antonia dès que Renato fut parti. « Tu es devenue folle? Cet homme pourrait te gâcher la vie. »« Il pourrait essayer, » répondit Antonia d'une voix dénuée d'émotion. Mais intérieurement, elle s'effondrait. Monsieur Amadeu s'approcha avec une expression qui laissait deviner qu'il ne savait pas s'il devait prendre Antonia dans ses bras ou la renvoyer. « Tu sais ce qu'il peut faire à ce restaurant, »
n'est-ce pas? Je sais. Je suis vraiment désolé, monsieur Amadeu. Mais je n'allais pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Le vieux restaurateur la regarda longuement. Il y avait dans le regard d'Antonia quelque chose qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Une douleur ancienne et profonde qui n'avait rien à voir avec une assiette de steak. Une force qui ne correspondait pas à la situation précaire dans laquelle il la savait vivre. « Rentre chez toi », dit-il finalement. « Repose-toi. On verra ça demain. » Antonia acquiesça. Elle ôta son tablier, le rangea dans le casier du personnel, prit son sac usé et sortit par la porte de derrière. La nuit était froide et elle n'avait pas de manteau. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, les bras croisés, s'efforçant de réprimer les tremblements dus à la nervosité, à la chute d'adrénaline. Pendant qu'elle attendait, son téléphone sonna. C'était Madame Lucinda. « Ma fille, Valentina, a de nouveau de la fièvre. Elle te demande. » Antonia ferma les yeux. Les larmes qu'elle avait retenues toute la nuit jaillirent d'un coup, coulant sur son visage sans qu'elle les veuille. Là, seule à cet arrêt de bus, sans personne pour la regarder, sans public, sans projecteur. Elle laissa enfin libre cours à sa douleur. « J'arrive, maman, dit-elle, la voix brisée. Dis-lui que maman arrive. » Elle raccrocha. Elle s'essuya le visage du revers de la main. Et elle resta là, le regard perdu dans le vide, songeant à l'injustice du monde. Elle pensait qu'un homme qui possédait tout avait osé lui prendre le peu qu'elle avait. Elle pensait à Valentina, qui avait besoin de médicaments, d'un médecin, des choses qu'Antonia pouvait à peine se permettre. Le bus arriva. Elle monta, s'assit à l'arrière et appuya sa tête contre la vitre. La ville défilait au loin, floue d'ombre et de lumière. Ce qu'Antonia ignorait, ce que personne dans ce restaurant ne savait, c'est que Teresa Vidal n'était pas une cliente comme les autres. La femme qui l'avait défendue ce soir-là était l'une des personnes les plus influentes du pays. Et elle n'avait cessé de penser à Antonia depuis l'instant où elle l'avait vue là, seule, face à un homme que tous craignaient. Teresa était assise à l'arrière de sa voiture, ramenée chez elle par le chauffeur, lorsqu'elle prit son téléphone portable et appela. « Marcelo, c'est moi. J'ai besoin que vous vous renseigniez sur une serveuse qui travaille à la terrasse du Belmonte. Elle s'appelle Antonia. Je veux savoir qui elle est, d'où elle vient et pourquoi elle a l'air d'avoir vécu bien pire qu'un homme qui crie. » À l'autre bout du fil, Marcelo Fonseca, son assistant personnel, notait chaque mot. « Teresa, » dit-il avec curiosité. « Qu'est-ce que cette serveuse a fait pour attirer votre attention ?» Teresa regarda par la fenêtre de la voiture avec un demi-sourire mêlé d'admiration et de tristesse. Elle se leva, Marcelo. Tandis que tous ceux qui l'entouraient s'inclinaient, elle se leva. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Renato Montero entra dans son bureau, alluma son ordinateur et commença à faire exactement ce qu'il avait promis. Il a appelé le premier contact sur la liste. Puis le deuxième. Puis le troisième. Un à un, ils répandirent le nom d'Antonia comme un poison, s'assurant qu'aucun restaurant, aucun bar, aucun établissement de la ville ne veuille l'embaucher. « Je veux cette serveuse dans la rue », dit-il à son dernier contact de la soirée. Pas de travail, pas de référence, aucune chance. Il raccrocha, se versa un verre de whisky et regarda par la fenêtre de son bureau. Du haut de l'immeuble qui portait son nom. Pour qui se prend elle? Marmonna-t-il. Demain, elle apprendra que personne ne me défie. Mais Renato Montero ignorait deux choses ce soir-là. Il ignorait que Teresa Vidal avait déjà déclenché une machine bien plus vaste que la sienne. Et il ignorait qu'Antonia Tavares cachait un secret. Un secret qui, une fois révélé, anéantirait non seulement tous ses efforts contre elle, mais bouleverserait aussi la vie de Renato. Car cette serveuse qu'il avait juré d'éliminer n'était pas une serveuse comme les autres. Et ce qu'elle dissimulait était capable d'ébranler les fondements de tout ce que Renato Montero avait bâti. Antonia arriva chez elle alors que l'aube avait déjà englouti les derniers vestiges de la nuit. Le bus était en retard, et elle dut parcourir les derniers pâtés de maison presque en courant, la poitrine serrée, le nom de Valentina résonnant dans sa tête à chaque pas. Lorsqu'elle ouvrit la porte du petit appartement qu'elle partageait avec sa mère et sa fille, elle trouva Donna Lucinda assise au bord du lit, Valentina sur ses genoux. La fillette était recroquevillée, le visage pressé contre la poitrine de sa grand-mère, et respirait bruyamment. Son état s'est aggravé il y a environ 2 heures, dit doucement Donna Lucinda, sans quitter sa petite fille des yeux. La fièvre ne baisse pas. Je lui ai déjà donné les médicaments que j'avais, mais ça n'a rien fait. Antonia laissa tomber son sac par terre, s'agenouilla près du lit et posa la main sur le front de sa fille. Ça brûlait. Une fièvre à vous donner la nausée, à transformer chaque seconde en désespoir. Maman est rentrée, mon amour. Elle murmura en caressant les cheveux de Valentina, maman est là. Valentina ouvrit lentement les yeux.
Elle était faible. Mais lorsqu'elle aperçut Antonia, elle tendit ses petits bras et s'accrocha au cou de sa mère de toutes les forces que son petit corps fatigué pouvait rassembler. « Ne t'en va plus, murmura Valentina de sa petite voix. Reste avec moi. Antonia se mordit la lèvre si fort qu'elle en sentit le goût du fer. Elle serra sa fille dans ses bras, ferma les yeux et se jura de ne pas pleurer devant elle. Elle n'irait pas. Elle ne pouvait pas. Elle devait être forte car Valentina avait besoin d'une mère forte, pas d'une mère vaincue. « Je ne vais nulle part, » dit Antonia de la voix la plus ferme qu'elle put rassembler. « On va s'occuper de toi, d'accord ? Maman trouvera bien une solution. » Donna Lucinda regarda sa fille et lut dans ses yeux tout ce qu'Antonia tentait de dissimuler. L'épuisement, la peur, l'angoisse de quelqu'un qui sait qu'il faut emmener sa fille chez le médecin, mais qui ignore comment il va payer. « Il s'est passé quelque chose au travail ? » demanda Donna Lucinda. Antonia hésita. Elle songea à tout raconter, à se défouler sur Renato, sur l'humiliation, sur la menace, mais elle regarda Valentina dans ses bras et ravala ces mots. « Rien de grave, maman. Je m'en occuperai demain. » Mais le lendemain arriva avec la force d'un ouragan. Le matin suivant, quand Antonia appela le restaurant pour connaître l'heure, c'est Claudia qui répondit. Et au silence qui suivit avant le premier mot, Antonia comprit déjà. « Antonia, ton Amadeu veut te parler. Il t'a demandé de venir ici avant midi. Il va me renvoyer, n'est-ce pas ?» Claudia ne répondit pas. Et ce silence en disait long. Antonia laissa Valentina avec Donna Lucinda. Elle promit de revenir tout de suite et prit le premier bus pour le centre-ville. Tout au long du trajet, elle fixait le vide par la fenêtre, repassant en boucle dans sa tête chaque seconde de la nuit précédente. La voix de Renato, son doigt pointé vers son visage, la phrase qu'il avait murmurée avant de partir. Elle se demandait si elle avait bien fait, si son orgueil valait le prix qu'elle allait payer. Arrivée à la terrasse du Belmonte, le restaurant était encore fermé au public. Ceux Amadeu l'attendaient seul à une table au fond, avec une tasse de café qui semblait intacte. Il leva les yeux à son approche, et Antonia y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la tristesse. « Assieds-toi, Antonia. » Elle s'assit. Ceux Amadeu se frotta le visage des deux mains avant de parler. « J'ai reçu 8 appels ce matin. » 8. Sais-tu qui ? Antonia ne dit rien. Les fournisseurs, les partenaires commerciaux, même les organisateurs d'événements d'entreprise. Ils avaient tous le même message. Tant que vous travaillerez ici, ils rompront tout lien avec le restaurant. Le silence qui régnait entre eux était pesant. Renato Montero les appela chacun à leur tour. Ceux Amadeu poursuivit, la voix tremblante. Il insista pour appeler personnellement. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a appelé d'autres restaurants, bars, hôtels et traiteurs. Il a répandu votre nom comme si vous étiez un criminel. Elle a dit que tu manquais de respect aux clients, que tu étais instable, que tu représentais un danger pour tout établissement. Antonia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle savait que Renato mettrait sa menace à exécution. Mais il n'avait pas imaginé que ce serait si rapide, si méthodique, si cruel. « Monsieur Amadeu, Laissez-moi terminer. » Il l'interrompit en levant la main. « J'ai bâti ce restaurant de mes propres mains. Chaque table, chaque recette, chaque détail. J'y ai passé plus de 20 ans de ma vie. Et je te le dis, Antonia, du fond du cœur, tu as bien fait hier soir. » Cet homme méritait chaque mot qu'il a entendu. Antonia sentit ses yeux brûler. « Mais j'ai d'autres employés, » poursuivit monsieur Amadeu. Sa voix se brisa, et Antonia comprit que cela le blessait autant qu'elle. « J'ai Claudia. J'ai le personnel de cuisine. J'ai des gens qui dépendent de ce restaurant pour nourrir leurs enfants. Et si je perds les fournisseurs, si je perds les contrats événementiels, je ne pourrai pas rester ouvert. » Antonia l'a compris avant même qu'il ait pu le dire. « Vous devez me licencier. » Ceux Amadeu la regarda les yeux embués de larmes. « J'en ai besoin. Et je me déteste pour ça. » Il tendit la main par-dessus la table et prit celle d'Antonia. « Tu es la meilleure employée que j'ai jamais eue. En 20 ans à la tête de ce restaurant, je n'ai jamais vu personne travailler comme toi. Je n'ai jamais vu personne traiter les clients comme vous le faites. Et jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un avoir le courage dont vous avez fait preuve hier. » Une larme coula sur la joue d'Antonia. Une seule. Puis elle prit une profonde inspiration, serra la main du vieil homme et se leva. « Merci, monsieur Amadeu, pour tout. » Il ne put répondre. Il se contenta d'un signe de tête, tandis qu'Antonia se dirigeait vers la porte. Une fois parti, Amadeu resta assis là, fixant sa tasse de café froid, se demandant comment le monde en était arrivé à un point où un homme riche pouvait détruire la vie d'une femme respectable sur un simple caprice. Antonia quitta le restaurant et marcha sans but précis. Elle ne prit pas le bus.
Elle avait besoin de réfléchir. Et le bruit de ses pieds sur l'asphalte était la seule chose qui l'empêchait de sombrer dans le désespoir. Elle croisa des magasins qui ouvraient à peine, des cafés bondés de gens sirotant leur café comme si le monde était un endroit paisible, des kiosques à journaux affichant des gros titres sur des sujets insignifiants comparés à ce qu'elle vivait. Elle s'arrêta sur une place. Elle s'assit sur un banc. Et là, au cœur d'une ville qui s'éveillait indifférente à sa douleur, Antonia fit ce qu'elle devait faire. Elle appela tous les restaurants, bars et hôtels qu'elle connaissait. Le premier appel était pour Imperial Flavor. Nous n'embauchons pas. La responsable a raccroché avant même d'avoir pu donner son nom complet. Le second était destiné au Jardin de Cristal. Malheureusement, ces références ne sont pas compatibles avec nos normes. Référence. Ce mot sonna comme une gifle. La troisième. La quatrième. La cinquième. Chaque connexion était une porte qui se fermait. Chaque « nom » était plus lourd que le précédent. Au septième appel, la réceptionniste de l'hôtel Golden Star fut plus directe. Antonia raccrocha et fixa longuement l'écran noir. Renato avait tenu sa promesse. Chaque contact, chaque porte, chaque possibilité. Tout était bloqué par le doigt d'un homme qui considérait les gens comme elle comme des objets jetables. Et Valentina restait chez elle, fiévreuse. Antonia se leva du banc du parc, s'essuya les yeux et fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Elle appela Donna Lucinda. « Maman, comment va-t-elle ? » « Son état s'est aggravé, ma fille. La fièvre a encore augmenté. Je crois qu'il faut l'emmener à l'hôpital. » Le cœur d'Antonia battait la chamade. L'hôpital, c'était l'attente interminable. Et même là, il n'y avait pas toujours assez d'argent pour les médicaments non remboursés par le système public. Mais il n'y avait pas d'autre solution. « Prépare-la, maman. J'arrive te chercher. » Pendant qu'Antonia courait pour attraper le bus qui la ramenait à la maison, quelque chose de très différent se passait de l'autre côté de la ville. Teresa Vidal se trouvait dans les bureaux de sa fondation, la Fondation Vidal, l'une des plus importantes organisations d'investissement social du pays. Assise derrière un bureau impeccable, elle lisait le rapport que Marcelo Fonseca venait de lui remettre. Et tandis que ses yeux parcouraient chaque ligne, chaque information, son expression passa de la curiosité à l'étonnement. Et il fut choqué par quelque chose que Marcelo n'avait jamais vu sur le visage de son patron. Il était visiblement ému. « Marcelo, » dit Teresa en abaissant lentement le rapport, « êtes-vous sûr que ces informations sont correctes ? Je les ai vérifiées 3 fois, Madame Vidal. » Tout était confirmé. Teresa se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. Elle resta là un long moment, contemplant la ville en contrebas, assimilant ce qu'elle avait lu. Cette serveuse ? Commença-t-elle, presque pour elle-même. Ce n'est pas celle que tout le monde croit. Non, madame. Certainement pas. Teresa se tourna vers Marcelo. Elle est diplômée en gastronomie d'une des meilleures écoles d'Europe. Elle parle 3 langues. Elle a travaillé dans des restaurants primés à l'étranger avant de rentrer au Brésil. Et savez-vous pourquoi elle a tout abandonné ? Marcelo acquiesça. Sa fille. Le diagnostic est tombé alors que l'enfant était encore très jeune. C'est une maladie qui nécessite un traitement constant et coûteux. Madame Tavares a tout sacrifié pour s'occuper d'elle. Elle a vendu tout ce qu'elle possédait, est revenue ici et a accepté n'importe quel emploi pour poursuivre son traitement. Teresa ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, on y lut une détermination que Marcelo connaissait bien. C'était le regard de Teresa lorsqu'elle avait trouvé une cause à défendre. Elle avait abandonné une brillante carrière pour devenir serveuse, subissant les humiliations de personnes bien loin de son niveau. Tout cela à cause de sa fille. Tout ça à cause de sa fille, répéta Marcelo. Teresa retourna à table et prit le téléphone. Je veux rencontrer cette femme. En personne. Le plus tôt possible. Et Renato Montero ? Le rapport indique également qu'il tente activement de l'empêcher de trouver un emploi en ville. Teresa serra le téléphone plus fort. Monsieur Montero va bientôt découvrir qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Pas à Antonia. À moi. Marcelo déglutit difficilement. Il connaissait Teresa depuis assez longtemps pour savoir que lorsqu'elle parlait sur ce ton, des montagnes s'écartaient de son chemin. Mais d'abord, continua Teresa. J'ai besoin de savoir quelque chose. Le restaurant où elle travaille, Terrasso Belmonte, a-t-il des liens commerciaux avec les entreprises de Montero ? Marcelo ouvrit le dossier. Pas directement. Mais plusieurs fournisseurs du restaurant dépendent de contrats avec le réseau de concessionnaires de Montero. C'est pourquoi il a pu faire pression si rapidement. Teresa sourit. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire d'un stratège qui venait d'analyser la situation dans son ensemble. Voilà donc sa méthode de travail.
Il utilise l'argent comme une chaîne pour asservir tous ceux qui l'entourent. Et quand quelqu'un ose s'en libérer, il resserre son emprise. Intéressant. Elle a écrit quelque chose sur un morceau de papier et l'a tendu à Marcelo. Je veux une réunion avec ses fournisseurs. Tous. Personnellement. Et je veux que vous découvriez précisément quel contrat Montero a avec chacun d'eux. Jusqu'au dernier centime. Marcelo ramassa le journal et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. Teresa, puis-je vous demander pourquoi cette affaire vous a autant touché? Vous avez pourtant vu des situations similaires des centaines de fois. Teresa resta silencieuse quelques secondes. Lorsqu'elle répondit, sa voix était plus basse, plus intime. Comme si elle ouvrait une porte qu'elle ouvrait rarement. Parce qu'il y a des années, Marcelo, quelqu'un m'a défendu alors que le monde entier voulait me voir à genoux. Et ça a changé ma vie. Maintenant, c'est à mon tour de défendre quelqu'un. Marcelo partit sans un mot de plus. Teresa resta là, seule dans le bureau, le rapport signé Antonia Tavares à la main, et ressentit au fond d'elle une émotion qu'elle n'avait plus éprouvée depuis longtemps, l'urgence de rendre justice. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que l'histoire d'Antonia était bien plus complexe que ne le laissait entendre ce reportage. Car le secret qu'Antonia gardait ne concernait pas seulement sa carrière brisée ou sa fille malade. C'était un secret qui impliquait directement Renato Montero. Et lorsque la vérité a enfin éclaté, plus rien, absolument plus rien, ne serait comme avant. Antonia tenait la main de Valentina dans la salle d'attente de l'hôpital municipal de São Bento. L'endroit était bondé. Les chaises étaient occupées jusqu'au dernier coin, des gens appuyés contre les murs, des enfants qui pleuraient, des mères aux yeux cernés qui racontaient leur nuit blanche. Donna Lucinda était restée chez elle, son corps ne pouvant plus suivre le rythme, et Antonia ne voulait pas la forcer. La voilà donc, seule avec sa fille dans les bras, attendant des soins qui ne sont jamais venus. Valentina s'était endormie, blottie contre la poitrine de sa mère. La fièvre la brûlait encore, mais la fillette était si épuisée que le sommeil l'emportait sur la douleur. Antonia caressait les cheveux de sa fille en silence, s'efforçant de ne pas penser à tout à la fois. Mais c'était impossible. L'emploi perdu, les portes fermées, le loyer à payer dans quelques jours. Et maintenant, l'hôpital. Tavares? Valentina Tavares? Antonia se leva d'un bond et porta sa fille jusqu'au cabinet du médecin. Le docteur qui les reçut était jeune, l'air fatigué mais attentif. Il s'appelait Enrique Bastos et examina Valentina avec soin, auscultant sa poitrine, palpant sa gorge, notant chaque détail. La fièvre persiste, dit-il en regardant Antonia d'un air grave. Je dois prescrire des examens pour en comprendre la cause. D'après son dossier, elle a déjà été suivie pour une maladie chronique. Les tests qu'elle doit passer sont spécifiques et malheureusement, ils ne sont pas tous disponibles dans le système public. Certains devront être effectués dans un laboratoire privé. Antonia sentit son estomac se nouer. Combien ça coûte? Le docteur Enrique l'écrivit sur un bout de papier et le lui tendit. En lisant le montant, Antonia dut s'appuyer sur sa chaise. C'était plus que ce qu'elle avait gagné en 2 mois de travail. De l'argent qu'elle n'avait pas. De l'argent qu'elle ne savait pas où trouver. Docteur. Je veux dire, docteur, se corrigea Antonia. Son esprit était un véritable tourbillon de nervosité. N'y a-t-il pas d'autre solution? Il y a les listes d'attente du système de santé publique. Mais compte tenu de l'état de Valentina, idéalement, il n'y aurait pas de délai. Je ne veux pas vous inquiéter, mais je ne peux pas non plus être irresponsable et vous dire que vous pouvez attendre sans conséquence. Antonia regarda Valentina, endormie sur le banc du cabinet médical, insensible à tout. Si petite, si fragile, et pourtant si forte. Cette fille ne se plaignait jamais. Elle n'a jamais rien demandé de plus que la présence de sa mère. Et c'est précisément ce qui rendait tout plus douloureux. Car Valentina méritait le monde. Et Antonia avait à peine de quoi subvenir à ses besoins essentiels. Je trouverai une solution, dit-elle. Plus pour elle-même que pour le médecin. Je trouve toujours une solution. Elle quitta l'hôpital avec Valentina dans les bras et le papier détaillant le coût des examens, plié dans sa poche comme une phrase. Il marcha jusqu'à l'arrêt de bus et resta là, à fixer l'horizon, essayant de reconstituer un plan avec des pièces disparates. C'est alors que le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Antonia faillit ne pas répondre. Elle en avait assez des mauvaises nouvelles. Mais quelque chose la poussa à faire glisser son doigt sur l'écran. Antonia Tavares? C'est moi. Je m'appelle Marcelo Fonseca. Je travaille avec Madame Teresa Vidal. Auriez-vous un instant à me consacrer, Madame? Antonia fronça les sourcils. Le nom de Teresa Vidal résonna dans sa mémoire comme un souvenir lointain.
Il lui fallut quelques secondes pour faire le lien. La femme du restaurant. Celle qui s'est levée. Celle qui a confronté Renato Montero pour la défendre. Oui, vous pouvez parler. Madame Vidal souhaite vous rencontrer. En personne. Serait-ce aujourd'hui? Antonia regarda Valentina, endormie sur son épaule. Elle consulta les résultats des analyses dans sa poche. Son regard se porta sur la rue animée devant elle. Et elle pensait n'avoir absolument rien à perdre. Où? Marcelo donna l'adresse. Antonia reconnut le quartier. C'était l'un des quartiers les plus prestigieux de la ville. On y trouvait les bureaux d'entreprise dont elle ne connaissait que le nom. Ils convinrent de se rencontrer en fin d'après-midi. Antonia rentra chez elle. Elle laissa Valentina avec Donna Lucinda. Elle se changea. Elle prit ensuite 2 bus jusqu'à l'adresse que Marcelo lui avait donnée. Arrivée devant le bâtiment de la Fondation Vidal, elle resta debout sur le trottoir pendant près d'1 minute. Elle contemplait l'imposant bâtiment. Une partie d'elle voulait entrer. Une autre partie voulait s'enfuir. Elle entra. La réceptionniste la conduisit au dernier étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Antonia se retrouva dans un lieu qui semblait appartenir à un autre univers. Tout était spacieux et lumineux. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art et d'immenses fenêtres offraient une vue imprenable sur toute la ville en contrebas. Et au centre de tout cela, assise dans un fauteuil près d'une table basse, se trouvait Teresa Vidal. « Antonia », dit Teresa en se levant avec un sourire à la fois accueillant et ferme. « Merci d'être venue. »« Merci de m'avoir appelée », répondit Antonia. « Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais je dois être honnête, je ne comprends pas pourquoi vous voulez me voir. » Teresa désigna le fauteuil devant elle. « Asseyez-vous. Et vous pouvez m'appeler Teresa. » Antonia s'assit. Ses mains étaient posées sur ses genoux. Ses épaules étaient tendues. Son cœur battait la chamade. Teresa l'observa un instant avant de commencer. « Je vais être directe, Antonia. Parce que je crois que vous êtes du genre à préférer que la vérité tourne autour du pot. J'ai vu ce qui s'est passé au restaurant. J'ai vu cet homme vous crier dessus. J'ai vu tous ceux qui m'entouraient baisser la tête. Et je t'ai vu te lever. Ça m'a marqué. J'ai simplement fait ce que je pensais être juste. Exactement. Et c'est pourquoi je suis ici. Parce qu'après cette nuit-là, j'ai demandé à Marcelo de se renseigner sur vous. Non pas par simple curiosité, mais parce que votre attitude me laissait penser qu'il y avait quelque chose de bien plus important derrière cette serveuse. Antonia sentit tout son corps se raidir. Qu'a-t-il découvert? Teresa se pencha en avant. Que vous avez étudié la gastronomie à l'école Bella Vista de Lyon. Une personne qui parle français, anglais et espagnol. Une personne qui a travaillé dans des restaurants primés dans 3 pays différents. Et qui a tout abandonné. Absolument tout. Retourner au Brésil et s'occuper de sa fille. Antonia déglutit difficilement. Cela faisait si longtemps que personne n'avait reconnu sa véritable identité. Elle avait passé tellement de temps invisible, à n'être que serveuse. Seule la fille au tablier. Entendre ses exploits racontés à voix haute était comme une plaie qui se rouvre. C'était une autre vie. Aujourd'hui, je ne suis qu'une mère qui essaie de préserver la santé de sa fille, dit Antonia, la voix brisée. Toi, tu n'as jamais été juste quelque chose, Antonia. Et c'est précisément de cela que je veux parler, expliqua Teresa. La Fondation Vidal développait un projet novateur. Un programme de formation culinaire pour les femmes en situation de vulnérabilité. Un centre de formation qui enseignerait la cuisine professionnelle, la gestion d'entreprise et l'entrepreneuriat. Et il leur fallait quelqu'un pour diriger le projet. Quelqu'un qui connaissait le monde de la haute gastronomie, mais qui comprenait aussi la réalité de ceux qui luttent pour survivre. Quelqu'un qui avait vécu des 2 côtés. J'ai passé des mois à chercher le profil idéal, a déclaré Teresa. Et ce soir-là, sur la terrasse du Belmonte, je l'ai trouvé. Antonia resta silencieuse. Les paroles de Teresa tourbillonnaient dans sa tête comme un ouragan. C'en était trop. Trop inattendu. Trop beau pour être vrai. Teresa, merci. Vraiment. Mais je dois être honnête. Ma fille est malade. J'ai besoin de tests que je ne peux pas me permettre. C'est la seule chose à laquelle je pense en ce moment. Je ne sais pas si je peux penser à autre chose. Teresa n'hésita pas, combien coûtent les examens? Antonia sortit le papier de sa poche et le lui tendit. Teresa lut le montant et posa le papier sur la table avec la même aisance que l'on lit une addition de café. Marcelo contactera le laboratoire de la Fondation. Valentina pourra passer les tests demain, gratuitement. Et si elle a besoin d'un suivi, nous avons un accord avec l'hôpital Vitria Regia. Antonia ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit.
Son menton trembla. Ses yeux se remplirent de larmes. Et là, dans cet élégant bureau, devant une femme qu'elle connaissait depuis moins de 2 jours, Antonia Tavares pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis longtemps. Non pas de tristesse. De soulagement. Ce genre de pleurs qui surviennent quand on a porté ce fardeau si longtemps seul qu'au moindre geste d'aide, le corps s'effondre. Teresa se leva, s'assit près d'Antonia et posa la main sur son épaule. Elle ne dit rien. Elle resta là, silencieuse, laissant Antonia ressentir ce qu'elle avait besoin de ressentir. Quand Antonia put enfin parler, elle regarda Teresa dans les yeux et dit quelque chose que Teresa n'oublierait jamais: « Personne ne m'a jamais soutenue comme ça. Jamais. Depuis mon retour au Brésil, il n'y a jamais eu que ma mère et moi. Moi et ma fille. Et moi contre les autres. Plus maintenant. » Teresa répondit: « Maintenant, tu as quelqu'un. » Antonia s'essuya le visage et prit une profonde inspiration. Quelque chose changeait. Elle le sentait comme une porte qui s'ouvrait après des années de fermeture. Mais au même instant où cette porte s'ouvrait pour Antonia, à l'autre bout de la ville, une autre se refermait violemment. Bruna Montero était enfermée dans la salle de bain de la demeure des Montero, assise sur le sol froid, le téléphone à la main, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle venait d'entendre Renato Sigabar, au bureau, haut-parleur, raconter comment il avait ruiné la vie d'une serveuse qui avait osé le confronter. « On ne me défie pas impunément », avait-il dit au téléphone en riant. « Cette femme va apprendre ce qui arrive quand on s'en prend aux puissants. » Bruna serra le téléphone contre sa poitrine. Elle pensa à la serveuse du restaurant. Dans son attitude assurée. Dans la dignité de cette femme face à un homme que Bruna connaissait mieux que quiconque. Un homme puissant aux yeux du monde, mais qui, chez lui, était tout à fait insoupçonné. Elle ouvrit le répertoire de son téléphone et chercha un nom qu'elle n'avait pas composé depuis longtemps. Ses doigts tremblaient. Elle savait que si elle passait cet appel, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une limite qui allait tout changer. Mais Bruna connaissait aussi un secret. Le même secret qu'Antonia gardait. Et il savait que, tôt ou tard, ce secret finirait par éclater. Il prit une profonde inspiration. Il appuya sur le bouton marche, arrêt. Et à l'autre bout du fil, une voix répondit: « Commissariat central, bonsoir. » L'appel de Bruna Montero au commissariat central dura moins d'1 minute. Elle a demandé à porter plainte. L'employé lui a expliqué qu'elle devait se présenter en personne pour officialiser la procédure. Bruna l'a remercié, a raccroché et est restée assise par terre dans la salle de bain pendant ce qui lui a paru une éternité. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait tout changer. Pas seulement la vie de Renato. La sienne aussi. L'histoire d'Antonia. Celle de gens qui n'auraient jamais imaginé se retrouver pris au piège. Mais la scène du restaurant la hantait. La serveuse resta imperturbable, faisant face à son mari avec une dignité que Bruna était incapable de manifester chez elle. Cette image avait réveillé en elle quelque chose qui sommeillait depuis des années. Le courage d'arrêter de faire semblant. Le lendemain matin, tandis que Renato partait pour une nouvelle journée de travail comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre, Bruna fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle entra dans son bureau privé. La porte était verrouillée, comme toujours. Mais Bruna savait où il gardait la clé de secours. Elle connaissait chaque recoin de cette demeure mieux que Renato ne l'imaginait. Car les femmes qui vivent dans la peur apprennent à tout observer en silence. Elle ouvrit le tiroir du bas, celui que Renato gardait fermé à clé. Elle utilisa la petite clé qu'elle avait trouvée des années auparavant dans la poche d'un cure-dent et l'envoya à la blanchisserie. Dans le tiroir, elle trouva ce qu'elle cherchait, un épais dossier contenant des documents qu'elle avait déjà aperçus une fois, en passant, avant que Renato n'arrive et ne referme tout sous clé. À l'époque, Bruna ne comprenait pas ce qu'elle lisait. Maintenant, après des années passées à vivre avec les mensonges de son mari, elle comprenait parfaitement. Il y avait des contrats, des relevés bancaires, et au milieu de tout cela, un nom qui faisait battre son cœur à tout rompre. Tavares. Ce n'était pas le nom d'Antonia. C'était le nom de son mari, Rafael Tavares. Bruna était assise dans son fauteuil de bureau, les mains tremblantes. L'histoire que révélaient ces documents, c'était celle que Renato avait étouffée à coups d'argent, d'avocats et d'influence. Une histoire qui avait commencé des années auparavant, lorsque Rafael Tavares était un jeune chef prometteur qui venait d'ouvrir son propre restaurant grâce à un prêt bancaire. Le restaurant s'appelait Alma Viva et bénéficiait d'un emplacement de choix en plein centre-ville. Le problème, c'est que cet emplacement était également convoité par quelqu'un d'autre, Renato Montero. Ce dernier voulait y ouvrir une nouvelle concession automobile. Il a proposé de l'argent à Rafael. Rafael a refusé. Il a alors proposé davantage. Rafael refusa de nouveau. Le restaurant était son rêve,
le projet de toute une vie, et aucune somme d'argent ne suffirait à le faire abandonner. Alors Renato fit ce qu'il faisait toujours quand on lui disait non, il détruisit le document. Les pièces du dossier prouvaient tout. Renato a usé de ses relations dans le secteur financier pour faire pression sur la banque qui avait accordé le prêt à Raphaël. Le prêt a été reclassé. Les taux d'intérêt ont augmenté inexplicablement. Les demandes d'acompte ont commencé à affluer. Et en quelques mois, Raphaël Tavares, qui n'avait jamais manqué un seul paiement, s'est retrouvé submergé par une dette qui grandissait comme une maladie. Le restaurant a fermé ses portes. Raphaël perdit tout. Les dettes engloutirent les économies de la famille. Et le poids de cette destruction était si lourd, si suffocant, que Raphaël tomba malade. Ce n'est pas une maladie visible de l'extérieur. C'est une maladie qui ronge de l'intérieur. L'angoisse, l'humiliation, le sentiment d'avoir perdu toute raison de vivre. Toute cette douleur s'est intensifiée avec le temps. Des mois plus tard, Raphaël est décédé. Et Géza s'est retrouvée seule face à son deuil. Des mois plus tard, Raphaël, incapable de supporter le poids de cette situation, partit sans prévenir, laissant Antonia seule avec Valentina, encore très jeune à l'époque. Et avec une montagne de dettes dont personne n'était responsable, si ce n'est d'un homme qui avait décidé que le rêve d'autrui était un obstacle sur son propre chemin. Bruna lut chaque document, les larmes ruisselant sur ses joues. Il y avait la preuve que l'homme avec qui elle avait partagé son lit avait détruit une famille entière pour un lopin de terre. Et le plus cruel de tout, Renato le savait. Il savait ce qui était arrivé à Raphaël. Il savait qu'il avait une veuve et un enfant. Et elle n'a jamais éprouvé le moindre remords. Elle a photographié chaque page avec son téléphone portable. Chaque contrat. Chaque disque. Chaque signature. Puis il a tout rangé exactement comme c'était. Il ferma le tiroir à clé. Il remit la clé à sa place et quitta le bureau le cœur lourd, sa décision prise. Il n'irait plus au commissariat. Elle se dirigeait directement vers quelqu'un qui saurait exploiter ses preuves à bon escient. Elle allait retrouver Teresa Vidal. Pendant ce temps, Bruna traversait la ville, emportant sur son téléphone portable les preuves qui pourraient anéantir Renato Montero. Antonia vivait la matinée la plus porteuse d'espoir qu'elle ait connue depuis longtemps. Marcelo Fonseca. Il avait tenu parole, comme Teresa l'avait promis. Le lendemain matin de la réunion, une voiture de la Fondation Vidal est venue chercher Antonia et Valentina à leur domicile et les a conduites au laboratoire affilié. Donna Lucinda est restée sur le pas de la porte de l'appartement, regardant la voiture s'éloigner. Sans bien comprendre ce qui se passait. Mais les mains jointes en une prière silencieuse. Dans le laboratoire. Valentina a bénéficié de soins qu'Antonia n'avait pas vus depuis longtemps. Des infirmières souriantes. Des médecins qui expliquaient chaque intervention. Une salle d'attente remplie de jouets et de livres colorés. Valentina, d'ordinaire tendue à l'hôpital, se détendit pour la première fois. « Maman, c'est magnifique ici », dit Valentina. Elle désigna un aquarium accroché au mur de la réception. « Y a-t-il des poissons bleus ?» Antonia sourit. Un sourire qui venait du plus profond d'elle-même. Ce qui la fit presque sursauter. Car cela faisait longtemps que ses lèvres ne s'étaient pas courbées ainsi. Spontanément. Sans effort. Oui, mon amour. Et il y a aussi des poissons jaunes. Regarde là-bas. Pendant que Valentina passait ses examens, Antonia a reçu un message de Teresa. Quand tu auras fini au labo, viens à la fondation. J'ai une surprise pour toi. Antonia y alla. La surprise la laissa sans voix. Teresa l'emmena au rez-de-chaussée du bâtiment de la fondation. Là où se trouvait auparavant un vaste espace servant de débarras, les murs étaient en cours de peinture et des plans de travail en inox étaient installés. Cuisinières industrielles. Four. Évier. Tout est flambant neuf. Tout brille. Ce sera la cuisine de formation pour le projet. Teresa dit, observant la réaction d'Antonia, et si tu acceptes ? Ce sera ta place. Antonia traversa la pièce en silence. Elle effleura les comptoirs. Il observa le matériel. Il sentit l'odeur de peinture fraîche, un rappel de nouveau départ. Un nouveau commencement. Une autre chance. Et pendant un bref instant, il se souvint de l'âme vivante. Du rêve que Raphaël avait bâti. De la cuisine où il concoctait des plats avec la même passion qu'il mettait à vivre. Raphaël aurait adoré voir cela. Antonia laissa échapper le mot. Presque à voix basse. Teresa l'entendit. Elle n'a pas demandé qui était Raphaël. Elle le savait déjà. Le rapport de Marcelo disait tout sur le mari qu'Antonia avait perdu. Mais Teresa préférait attendre qu'Antonia le lui dise au moment opportun, à sa manière. Qui est Raphaël ? C'est ce que Teresa n'a pas dit. Elle a dit,
Cet espace est dédié aux personnes à qui l'on a volé leurs rêves. Et vous serez celle ou celui qui leur rendra ses rêves. Antonia tourna le dos à Teresa. Elle ne voulait pas qu'elle voie son visage se décomposer. Mais Teresa n'avait pas besoin de voir. Le tremblement des épaules d'Antonia en disait long. J'accepte, dit Antonia. Après un long silence, j'accepte. Et je respecterai chaque pierre de ce lieu. Teresa sourit. Mais son sourire fut de courte durée. Car à ce moment précis, Marcelo apparut à la porte avec une expression que Teresa reconnut immédiatement. Problème. Teresa. À la réception, quelqu'un demande à vous parler. On vous dit que c'est urgent. Qui? Bruna Montero. L'épouse de Renato. Un silence absolu s'abattit sur cette cuisine inachevée. Antonia se figea en entendant le nom de famille. Teresa plissa les yeux. Marcelo, immobile sur le seuil, attendait une décision. Dis-lui de monter, dit Teresa. Antonia se retourna. Teresa. Je ne peux pas rester dans la même pièce que cette femme. Pas maintenant. Je comprends, Marcelo. Emmenez Antonia dans la pièce d'à côté. Mais Antonia. Teresa la regarda avec un sérieux presque maternel. Si ce que cette femme est venue dire vous concerne. Je te le dirai. Sans filtre. Marché conclu. Antonia acquiesça et suivit Marcelo. Quelques minutes plus tard, Bruna Montero est entrée dans le bureau de Teresa Vidal, comme si elle entrait dans un confessionnal. Yeux gonflés. Mains crispées. Elle soulève le sac. Tout mon corps porte le poids d'années de silence. Madame Vidal, vous ne me connaissez pas. Mais j'ai besoin de votre aide. Je sais qui vous êtes, Bruna. Asseyez-vous. Bruna s'assit. Elle prit une profonde inspiration. Et commença à parler. Mon mari a détruit une famille. Il y a des années. Un homme nommé Rafael Tavares. Il était propriétaire d'un restaurant. Renato voulait le terrain. Et il n'accepterait pas un refus. Il a usé de ses relations pour bloquer le prêt. Et le restaurant a fermé. Raphaël n'en pouvait plus. Et sa femme se retrouva seule avec leur petite fille. Teresa écouta chaque mot sans l'interrompre. Son visage demeura impassible. Mais à l'intérieur, chaque pièce du puzzle s'emboîtait enfin. Et la serveuse de ce soir-là au restaurant. Bruna poursuivit, la voix brisée, c'est sa veuve. C'est Antonia. Et Renato l'ignore. Il ne se souvient même plus du nom de l'homme qui l'a tué. Pour lui, ce n'était qu'un obstacle de plus sur son chemin. Bruna ouvrit son sac et sortit son téléphone portable. J'ai des photos de tous les documents. Contrat. Acte de transfert. Tout. C'est une preuve suffisante pour démontrer ce qu'il a fait. Teresa regarda son téléphone portable. Puis elle s'adressa à Bruna. Pourquoi maintenant? Depuis combien de temps le sais-tu? Bruna déglutit difficilement. Je l'ai découvert par hasard il y a longtemps. Mais j'avais peur. Renato est du genre à ne pas pardonner la trahison. Et s'il découvrait que c'était moi? Pourquoi maintenant? Répéta Teresa, d'une voix douce mais ferme. Bruna baissa les yeux sur ses mains. Lorsqu'elle leva les yeux, Teresa reconnut immédiatement la douleur qui s'y lisait. Car c'était la même douleur qu'elle avait vue dans les yeux d'Antonia. Car ce soir-là, au restaurant, j'ai vu une femme debout. Une femme qui avait toutes les raisons du monde de s'incliner et elle ne l'a pas fait. Et j'ai réalisé que je passais chaque jour de ma vie courbée. Courbée par la peur. Courbée par la honte. Et je n'en peux plus. Teresa se leva. Elle se dirigea vers la fenêtre. Elle contempla la ville. Bruna, sais-tu ce que signifient ces tests? Oui. Cela pourrait exposer votre mari à des poursuites judiciaires. Cela pourrait nuire à son image. Cela pourrait anéantir son empire. Je sais. Et pourtant, tu veux encore passer à autre chose? Bruna releva le menton. Et c'était la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce bureau. Sa voix sortit sans trembler. Il a détruit la vie d'un homme bien. Il a transformé une femme à l'avenir prometteur en serveuse, qui enchaîne les services pour payer les médicaments de sa fille. Et il lui a même crié au visage comme si elle n'était rien. Je suis beaucoup de choses, Madame Vidal. Mais je ne suis plus complice de cela. Teresa se tourna vers Bruna avec l'air de quelqu'un qui vient de trouver la dernière pièce sur un échiquier. Marcelo, appela-t-elle. Appelez le docteur Silvana Rocha. Dites-lui que j'ai besoin du meilleur avocat du pays. Aujourd'hui. Dans la pièce voisine. Adossée au mur, les yeux fermés. Antonia n'entendait pas la conversation. Mais je le sentais. Au plus profond de ma poitrine. Je sentais que quelque chose d'énorme allait se produire. Quelque chose qui avait trait au passé. Quelque chose qu'elle avait tenté d'enfouir.
Avec Raphaël. Avec le rêve qui leur avait été volé. Et avec l'homme qui lui avait hurlé au visage. Sans savoir qu'il s'en prenait à la veuve de celui dont il avait brisé la vie. Teresa attendit le lendemain pour le dire à Antonia. Non par stratégie, mais par humanité. Il savait que cette femme portait déjà un fardeau trop lourd pour recevoir toute la vérité d'un coup. Le jour même où elle avait enfin trouvé une raison de sourire. Mais la vérité ne pouvait plus attendre. Pas avec les rouages déjà enclenchés. Il appela Antonia au bureau en fin de matinée. Marcelo avait préparé du café. De l'eau. Puis elle quitta la pièce en silence. Teresa congédia tous les employés de l'étage. Elle voulait que ce moment reste un moment rien qu'à elles deux. Quand Antonia entra, elle comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Teresa ne souriait pas. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux. Il y avait de l'inquiétude. Ce genre de soin qui précède la douleur inévitable. Assieds-toi, Antonia. Je dois te dire quelque chose. Et il n'y a pas de solution facile. Antonia s'assit lentement. Sa poitrine était déjà serrée avant même d'entendre le premier mot. Car au plus profond d'elle-même, dans les tréfonds de son intuition, elle sentait déjà que cette conversation portait sur le seul sujet encore capable de la briser. Il s'agit de Raphaël, n'est-ce pas? Teresa soutint son regard. Oui. Antonia croisa les bras sur sa poitrine, comme pour se serrer contre elle-même avant de s'effondrer. Que as-tu découvert? Teresa m'a tout raconté. Dans les moindres détails. Le terrain litigieux. Les offres refusées. La manipulation des prêts. La hausse inexpliquée des taux d'intérêt. Les acomptes versés ont étouffé le restaurant dans l'œuf. Et le nom derrière tout ça, Renato Montero. Tandis que Teresa parlait, le visage d'Antonia subit des transformations indescriptibles. D'abord, l'incrédulité. Cet état de suspension où le cerveau refuse de traiter ce que les oreilles perçoivent. Puis ce fut le choc. Glacial. Paralysant. C'était comme si le sang avait oublié de circuler. Et puis vint la colère. Une colère silencieuse. Profond. Pas un cri strident, pas une explosion. Mais une brûlure intérieure d'une intensité comparable à celle d'un feu souterrain. L'homme qui m'a crié au visage, dit Antonia d'une voix si basse que Teresa dut se pencher en avant pour entendre. C'est le même homme qui m'a enlevé Raphaël. Oui. L'homme qui m'a humilié devant tout le monde. Qui m'a traité d'incompétent. Qui m'a menacé. Qui a anéanti toutes mes opportunités professionnelles. C'est lui qui a brisé le rêve de mon mari. Et qui m'a enlevé la seule personne que j'ai jamais aimée. Oui, Antonia. Le silence qui suivit fut le plus long que Teresa ait jamais connu. Antonia ne pleura pas. Elle ne cria pas. Il resta là, immobile. Ses yeux fixés sur un point invisible du mur. C'était comme si je reconstituais mentalement chaque instant des dernières années. Chaque heure supplémentaire. Chaque humiliation que j'ai encaissée. Chaque nuit blanche passée aux côtés de Valentina. Chaque yuan dépensé pour acheter des médicaments. Chaque larme versée seule à l'arrêt de bus. Et maintenant, enfin, chacune de ces souffrances avait un responsable. Un visage. Un nom. Il ne savait même pas qui j'étais, dit Antonia. Et pour la première fois, sa voix se brisa. Il m'a hurlé dessus. Et il avait complètement oublié qu'il avait détruit ma famille. Pour lui, Raphaël n'était qu'un numéro. Un seul obstacle. Et je ne suis qu'une serveuse invisible de plus. Tu n'as jamais été invisible, Antonia. Aux yeux du monde, j'étais Teresa. Pendant des années, je l'ai été. J'ai fait la vaisselle, servi les clients, nettoyé les sols. J'ai enduré les cris de ceux qui me prenaient pour une moins que rien. Et j'ai tout enduré en silence, car j'avais une fille qui dépendait de moi. Parce que Raphaël m'avait demandé, avant de partir, de prendre soin de Valentina. Et ce fut sa dernière demande. La voix d'Antonia se brisa à ces derniers mots, et les larmes finirent par couler. Non pas les larmes retenues de quelqu'un qui a l'habitude de les cacher. Un cri à cœur ouvert. Profond. Venant d'un endroit qu'elle avait gardé enfermé pendant des années. L'endroit où elle gardait Raphaël. Où elle gardait l'âme vivante. Où elle gardait la version d'elle-même qui existait avant que tout ne lui soit enlevé. Teresa se leva, fit le tour de la table et s'assit près d'Antonia. Elle lui prit les mains et attendit. Elle ne chercha pas à la calmer. Je n'ai pas dit que tout irait bien. Car parfois, le plus grand respect qu'on puisse témoigner à quelqu'un, c'est simplement d'être présent le temps que la douleur s'estompe. Les minutes passèrent. Antonia prit une profonde inspiration, s'essuya le visage et regarda Teresa d'un regard qui avait changé. Il y avait quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la haine. C'était la clarté. La clarté brutale de quelqu'un qui, après des années d'errance dans l'obscurité,
aperçoit enfin la carte dans son ensemble. « Que faisons-nous maintenant » demanda Antonia. « Cela dépend de vous. J'en ai la preuve. » Bruna a tout apporté. Contrat, relevé bancaire, signature. Mon avocate, maître Silvana Rocha, analyse déjà les documents. Il y a matière à poursuite. Mais je ne ferai rien sans votre permission. Bruna l'a apporté ? Répéta Antonia avec un étonnement sincère. Sa femme ? Sa femme. Elle est entrée dans le bureau privé de Renato, a trouvé les documents et est venue me voir de son propre chef. Elle a dit qu'elle ne supportait plus d'être complice. Antonia secoua lentement la tête, essayant de comprendre. La femme qui s'était assise à côté de Renato ce soir-là au restaurant, celle-là même qui avait fermé les yeux de honte, était maintenant celle qui avait apporté les preuves qui allaient le faire tomber. « Je veux justice », déclara fermement Antonia. « Pas par vengeance. Pour Raphaël, pour Valentina et pour toutes les autres personnes que cet homme a écrasées, pensant qu'il resterait impuni. » Teresa acquiesça. « Alors rendons justice. » Le même après-midi, le docteur Silvana Rocha arriva à la Fondation Vidal. C'était une femme à la présence imposante, à la voix claire et précise, et dont la réputation la précédait dans tous les tribunaux du pays. Elle avait bâti sa carrière en défendant des affaires que d'autres avocats jugeaient impossibles et en remportant la plupart d'entre elles. Si Teresa l'appelait, c'est que la situation était grave. Silvana étala sur la table de la salle de réunion les documents que Bruna avait photographiés. Antonia, Teresa et Marcelo l'observèrent en silence, tandis qu'elle examinait chaque page d'un œil scrutateur. « Que avons-nous là » commença Silvana en désignant l'un des contrats. Il s'agit là d'un cas flagrant de coercition financière. Renato Montero a usé de son influence auprès des directeurs de banque pour modifier les conditions d'un prêt dont les remboursements étaient réguliers. Ce comportement est non seulement contraire à l'éthique, mais il constitue également une forme de manipulation financière. C'est un crime. Y a-t-il un moyen de prouver son implication directe ? Demanda Teresa. Oui. Ces documents attestent des échanges entre Montero et le directeur de l'agence bancaire qui a approuvé les modifications du contrat. On y trouve des courriels, des notes internes, et même un virement qui ne peut être interprété que comme un paiement pour des services rendus. La personne qui a conservé ces documents était manifestement méticuleuse. Il était l'avocat personnel de Renato, expliqua Marcelo. D'après ce que Bruna a dit, il conservait tous les documents archivés par mesure de précaution. Au cas où les choses tourneraient mal, il aurait de quoi se protéger. Silvana sourit de la même façon que les avocats lorsqu'ils découvrent une faille dont leur adversaire ignore l'existence. Son propre système de protection se retourna donc contre lui. Ironie du sort. Antonia écouta tout en silence. Chaque mot de Silvana était à la fois un soulagement et une souffrance. Soulagement, car enfin quelqu'un était prêt à se battre. Une véritable agonie, car chaque document, chaque élément de preuve, lui rappelait les souffrances de Raphaël. « Docteur Silvana » dit Antonia. « Que pourrait-il lui arriver ?» Silvana regarda Antonia avec respect. « Si la procédure se déroule comme je le crains, Renato Montero pourrait être inculpé de coercition financière, d'abus de pouvoir économique et de préjudice moral et matériel. Les dommages et intérêts pourraient être considérables. Mais surtout, Antonia, la médiatisation de cette affaire pourrait ruiner sa crédibilité sur le marché. Et pour un homme comme Renato, perdre sa crédibilité, c'est tout perdre. « Quand est-ce qu'on commence » demanda Antonia. « J'ai déjà commencé. » Silvana répondit en remettant les documents dans le dossier. « La requête initiale sera prête dans quelques jours. Mais j'ai besoin de quelque chose de ta part, Antonia. J'ai besoin que tu me racontes ton histoire. Toute l'histoire. Depuis le début. D'Almaviva à cette nuit au restaurant. Car c'est votre histoire qui donnera vie à cette procédure. Les documents prouvent le crime. Mais c'est sa voix qui permettra au juge de comprendre l'ampleur des dégâts. » Antonia était d'accord. Et cet après-midi-là, assise dans une salle de la Fondation Vidal, elle raconta tout pour la première fois. Elle a raconté sa rencontre avec Raphaël lors d'un salon de la gastronomie. Comment ils étaient tombés amoureux de la cuisine et l'un de l'autre en même temps. Elle a évoqué le rêve d'Almaviva, bâti brique par brique grâce à toutes leurs économies. Elle a parlé des nuits passées à tester des recettes jusqu'à l'aube, à rire et à faire des projets d'avenir. Elle a raconté le jour où Renato était apparu pour la première fois. L'offre arrogante. Le refus de Raphaël. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à s'effondrer. Les lettres de la banque. Des exigences impossibles. Le désespoir dans les yeux de Raphaël lorsqu'il comprit qu'il n'y avait aucune issue. Il raconta les nuits blanches que Raphaël avait passées. À propos de l'appétit qui avait disparu. À propos de l'éclat qui s'était éteint dans ses yeux,
comme une lumière qui s'éteint lentement. À propos du matin où elle s'est réveillée et a réalisé qu'il n'était plus là. Et elle comprit que sa vie avait changé à jamais. Sylvana consigna tout par écrit. Teresa écoutait, les yeux embués de larmes. Marcelo, d'ordinaire imperturbable, dut quitter la pièce un instant. Après le départ de Raphaël, Antonia reprit, la voix tremblante mais assurée, je lui ai promis 2 choses. La première chose que je voulais, c'était prendre soin de Valentina de toutes mes forces. La seconde, c'était de ne jamais laisser personne me mettre à genoux. Parce que Raphaël avait passé les derniers mois à genoux, et j'avais vu les ravages que cela lui avait causés. Je le voyais dépérir un peu plus chaque jour, et je me suis juré que pour moi, ce serait différent. Et ça l'a été, a dit Teresa. Au restaurant, alors que tout le monde s'attendait à ce que tu t'inclines, tu te levais, car tu avais déjà constaté les conséquences de la soumission. Antonia regarda Teresa et perçut son silence. Aucun autre mot n'était nécessaire. Cette phrase disait tout. La réunion terminée, il faisait déjà nuit. Antonia quitta la fondation et appela Donna Lucinda. Maman, comment va Valentina? Mieux, ma fille. Sa fièvre a baissé. Elle a mangé un peu et regarde la télévision. Elle demande quand tu reviens. Antonia sourit. Pour la 2e fois de la journée. Dis-lui que maman revient. Elle dit que sa mère a quelque chose d'important à lui dire. Elle raccrocha et se dirigea vers l'arrêt de bus. Dans la même rue. Le même chemin que d'habitude. Mais cette fois, Antonia marchait différemment. Ses épaules étaient un peu plus ouvertes. Elle tenait la tête légèrement plus haute. Non pas que la douleur ait disparu. La douleur était toujours présente. Et peut-être que cela ne disparaîtrait jamais complètement. Mais désormais, à la douleur s'ajoutait autre chose, un but. Pendant qu'Antonia rentrait chez elle, de l'autre côté de la ville, dans un bar discret d'un quartier chic, Fabricio Duarte buvait seul. L'associé de Renato Montero était assis dans le coin le plus sombre de l'établissement, son téléphone portable à la main, le visage marqué par un fardeau devenu insupportable. Sur l'écran, un message d'un numéro inconnu. Un message qu'il avait lu cette fois, et à chaque fois, ses mains transpiraient davantage. Nous savons ce qui est arrivé au restaurant Almaviva. Nous savons qu'il y était impliqué. Bientôt, tout le monde le saura. Fabricio laissa tomber son portable sur la table et se frotta le visage. Car Renato n'avait pas agi seul pour détruire Rafael Tavares. Fabrice était là. Fabrice le savait. Fabricio avait aidé. Et maintenant, quelqu'un était au courant. Le téléphone sonna. C'était Renato. Fabricio fixa l'écran pendant de longues secondes. Le nom de son partenaire clignotait sur la lumière du téléphone, tel un avertissement. S'il répondait, il resterait pris au piège. S'il ne répondait pas, Renato saurait que quelque chose n'allait pas. Il répondit, « Fabricio, j'ai besoin de toi au bureau tôt demain matin. » Nous avons un problème. Quel genre de problème? La voix de Renato, pour la première fois depuis que Fabricio le connaissait, n'était pas en colère. Elle était effrayée. On trafique notre histoire, Fabricio. Quelqu'un qui sait des choses que personne ne devrait savoir. Fabricio Duarte n'a pas dormi. Il passa la nuit entière assis dans son appartement, le message anonyme brillant sur l'écran de son téléphone comme une phrase. Il relut chaque mot des dizaines de fois, essayant de comprendre qui était au courant, comment et dans quelle mesure, mais il n'arrivait pas à réfléchir clairement. La culpabilité qu'il avait enfouie pendant des années lui nouait la gorge, comme une émotion que son corps refusait de contenir. Car Fabricio n'était pas seulement l'associé de Renato. C'était lui qui avait présenté Renato au directeur de la banque, lequel avait manipulé le prêt de Rafael Tavares. À l'époque, Fabricio s'était persuadé qu'il s'agissait d'un simple service rendu entre hommes d'affaires, une transaction commerciale comme il y en a tant d'autres. Mais lorsqu'il apprit la fermeture du restaurant, lorsqu'il entendit dans les couloirs que le propriétaire était tombé malade et était décédé, quelque chose se brisa en Fabricio. Et il passa les années suivantes à faire comme si cette faille n'existait pas. À présent, quelqu'un l'avait découverte et y avait enfoncé un coin. Le lendemain matin, Fabricio se rendit au bureau de Renato comme convenu. Il trouva son associé arpentant son bureau, le téléphone collé à l'oreille et l'air d'un animal acculé. « Je te le dis, Osvaldo, je dois savoir qui recueille des informations sur moi. » Renato criait au téléphone. « Quelqu'un a engagé un détective, quelqu'un fouille dans mes anciens contrats. Trouvez qui s'était appelé moi. » Il raccrocha et regarda Fabricio. « Assieds-toi. » Fabricio s'assit, les mains moites et froides posées sur ses genoux. « Quelqu'un remue le passé, » dit Renato en jetant son téléphone portable sur la table. « Je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi, mais il s'attaque à des choses qui devraient être enterrées. Cette histoire de terrain, de restaurant,
vous voyez de quoi je parle. Fabrizio le savait. Il en savait plus que Renato ne l'imaginait. Que voulez-vous que je fasse? Demanda Fabrizio, s'efforçant de garder une voix calme. Je veux que vous appeliez Sergio, notre avocat, et que vous lui demandiez de tout protéger. Tous les contrats de cette époque, tous les documents. Si quelqu'un porte une accusation, nous devons être prêts à nous défendre. Fabrizio acquiesça machinalement. Mais tandis que Renato poursuivait son exposé sur les stratégies de défense et les ennemis potentiels, l'esprit de Fabrizio était ailleurs. Ce soir-là, il était au restaurant lorsqu'il vit Antonia, plantée là, face à Renato. C'était dans le regard de la serveuse, dans son attitude inflexible. Et maintenant, il savait qui elle était, car le message anonyme non seulement l'accusait, mais révélait aussi que la serveuse était la veuve de Raphaël. Fabrizio ressentit le poids de ce regard comme jamais auparavant. Il avait contribué à détruire la famille de cette femme. Et puis, assis à la table du restaurant, il vit Renato lui hurler au visage comme si elle n'était rien. « Fabrizio, tu m'écoutes » interrompit Renato. « Oui. Je vais appeler Sergio. » Il quitta le bureau à pas pressés. Mais il n'appela pas l'avocat. Il monta dans sa voiture, resta plusieurs minutes sur le parking, les mains sur le volant, puis fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru faire. Elle prit son téléphone et répondit au numéro inconnu qui avait envoyé le message. « Qui êtes-vous et que me voulez-vous » La réponse ne tarda pas. « Quelqu'un qui vous donne l'occasion de vous racheter avant qu'il ne soit trop tard. »« Fondation Vidal. » demandait Teresa. Fabrizio fixa l'écran. La Fondation Vidal. Teresa Vidal. Ce nom résonnait en lui comme quelque chose qu'il aurait dû connaître, mais auquel il n'avait jamais prêté attention. Parce que des hommes comme Fabrizio et Renato ne se souciaient pas des fondements sociaux. Ils ne prêtaient attention à rien qui ne soit pas lucrative. Mais à présent, Fabrizio se devait d'y prêter attention. Car l'alternative était de sombrer avec Renato. Elle démarra la voiture et se rendit à la Fondation Vidal. Pendant que Fabrizio traversait la ville pour rejoindre le rendez-vous qui allait tout changer, Antonia attendait dans la salle d'attente du laboratoire de Valentina. Les résultats des analyses étaient prêts, et le médecin responsable, le docteur Estla Campos, demanda à la voir en personne. Antonia serrait fort la main de Valentina. La fillette jouait avec un livre de coloriage que lui avait offert l'infirmière, insouciante du tumulte qui agitait sa mère. Madame Tavares, appela le docteur depuis la porte de son bureau. Antonia entra avec Valentina et s'assit sur la chaise en face du bureau. Le docteur Estla parlait d'une voix calme et posée, comme si elle choisissait chaque mot avec soin pour ne pas blesser plus que nécessaire. Les examens ont confirmé nos soupçons. L'état de Valentina est évolutif et nécessite une surveillance étroite. La bonne nouvelle est qu'avec un traitement adapté, le pronostic est favorable. Les enfants réagissent bien lorsque le protocole est mis en œuvre à temps. Et la mauvaise nouvelle ? Demanda Antonia. Parce que les mères qui sont déjà passées par là apprennent à poser d'abord des questions sur l'ombre. Le traitement est en cours. Il comprend des consultations régulières, des examens périodiques et la prise de médicaments spécifiques. Une grande partie des frais est prise en charge par le régime d'assurance maladie de la Fondation Vidal. Mais cela exigera du dévouement et une présence constante. Antonia regarda Valentina, qui dessinait une fleur tordue dans son livre de coloriage, absorbée par le choix entre les crayons roses et jaunes. Si petite, si innocente, si inconsciente du prix que la vie exigeait pour qu'elle puisse exister en paix. « J'y serai », dit Antonia sans hésiter. « À chaque rendez-vous, à chaque examen, à tout. » Le docteur Estla sourit. « Je crois en vous, madame. Et je crois que Valentina ira bien. » En quittant le cabinet du médecin, Antonia s'est penchée et a serré sa fille dans ses bras au milieu du couloir. Valentina, ne comprenant pas la raison d'une étreinte si forte, répondit simplement à l'étreinte de ses petits bras et dit « Maman, j'ai dessiné une fleur pour toi. Elle a les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il manque le bleu parce que le crayon s'est cassé. » Antonia riait et pleurait à la fois. « C'est la plus belle fleur que j'ai jamais vue, mon amour. » Ce même après-midi, à la Fondation Vidal, 3 situations se sont conjuguées d'une manière que même Teresa n'aurait pu prévoir. Le premier, Fabrizio Duarte se présenta à la réception et demanda à parler à Teresa Vidal. Marcelo, surpris de reconnaître le nom du compagnon de Renato, consulta Teresa avant de le faire entrer. « Faites-le monter », dit Teresa avec son calme olympien habituel. « Mais dites à Silvana d'être présente. » Deuxièmement, Antonia est arrivée à la fondation pour une réunion concernant le projet de cuisine scolaire et a été dirigée vers la salle de planification au rez-de-chaussée, sans savoir qui se trouvait à l'étage. Troisièmement, le docteur Silvana Rocha est arrivé avec la requête initiale pour la plainte contre Renato Montero, prête à être examinée. Teresa regarda Marcelo et dit «
parfois, le destin a un sens du timing qu'aucun stratège ne saurait reproduire. Fabrizio entra dans le bureau de Teresa, l'air épuisé. Silvana, assise dans un fauteuil dans un coin, le dossier sur les genoux, observait chacun de ses gestes. Monsieur Duarte, commença Teresa, sans proposer de café, sans sourire, sans politesse, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Oui. Quelqu'un m'a envoyé un message disant qu'il savait ce qui était arrivé au restaurant Almaviva et me demandant de vous chercher. Et vous êtes venu. Qu'est-ce que cela me dit sur toi? Fabrizio déglutit difficilement. Que je suis lasse de porter ce fardeau. Teresa inclina la tête. Transporter quoi, exactement? Et Fabrizio fit alors ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, il dit la vérité. Il raconta comment il avait présenté Renato au directeur de la banque. Comment savait-il que l'intention était de bloquer le prêt? Comment a-t-il pu assister à tout cela sans rien faire pour l'empêcher? Comment savait-il que Raphaël était tombé malade et a-t-il choisi de faire comme si cela ne le concernait pas? Je me disais que ce n'était que des affaires, dit Fabrizio d'une voix tremblante, que ce genre de choses arrive dans le monde des affaires. Mais après cette nuit au restaurant, quand j'ai vu Renato hurler au visage de cette femme et que j'ai appris qu'elle était la veuve de l'homme que nous avons détruit. Je n'en peux plus, Madame Vidal. Je n'arrive plus à dormir. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas me regarder dans le miroir. Silvana se leva de son fauteuil. Monsieur Duarte, ce que vous me dites a une valeur juridique. Si vous êtes disposé à faire une déclaration formelle, votre témoignage renforce considérablement l'accusation contre Renato Montero. Et moi, qu'est-ce qui m'arrive? Demanda Fabrizio. Cela dépend de votre coopération. La justice fait généralement la distinction entre ceux qui coopèrent et ceux qui se cachent. Fabrizio regarda ses mains. Les mêmes mains qui ont signé des papiers, qui ont serré les mauvaises mains, qui ont contribué à bâtir une fortune sur les ruines de vies humaines. Je témoignerai, dit-il. Je dirai tout. Chaque détail. Teresa acquiesça. Et à cet instant, un autre mur du château de Renato Montero s'effondra. Après le départ de Fabrizio, Teresa se retrouva seule avec Silvana. L'avocat étala les documents sur la table et déclara, grâce au témoignage de Fabrizio, aux éléments de preuve de Bruna et à celui d'Antonia. Ce dossier est solide. Renato Montero devra répondre de ses actes. Teresa acquiesça. Mais son regard trahissait quelque chose qui dépassait la simple stratégie juridique. Silvana le remarqua. Teresa, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Et pourquoi cette affaire vous touche-t-elle autant? Je travaille avec vous depuis des années et je ne vous ai jamais vu comme ça. Teresa s'approcha de la fenêtre. Il tourna le dos à Silvana pendant un long moment. Et lorsqu'il commença à parler, sa voix avait une autre tonalité. Plus douce. Plus vulnérable. Comme si l'on ouvrait un compartiment resté verrouillé pendant des décennies. Quand j'étais jeune, Silvana, ma famille possédait une petite usine de vêtements. C'était tout ce que nous avions. Ma mère cousait, mon père coupait les tissus et j'aidais aux livraisons après l'école. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Silvana écouta en silence. Un jour, un homme d'affaires convoita l'entrepôt où se trouvait l'usine de confection. Il proposa une somme d'argent. Mon père a refusé. Et ensuite? Exactement la même chose qu'avec Raphaël, des pressions sur les fournisseurs. Dettes fabriquées de toutes pièces. Recouvrement impossible. Mon père a tout perdu. Et la honte, l'humiliation, faillirent le faire fuir lui aussi. Teresa se tourna vers Silvana, les yeux brillants. Mais quelqu'un apparut. Une enseignante de mon école, Madame Elena, a vu ce qui arrivait à ma famille et a remué ciel et terre pour nous aider. Il a obtenu les services d'un avocat bénévole. Il a mobilisé la communauté. Il a fait du bruit jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute. Mon père n'a pas récupéré son hangar. Mais il a retrouvé sa dignité. Et moi, inspiré par cet exemple, j'ai juré qu'un jour je ferais de même pour les autres. Silvana comprenait tout. Chaque décision prise par Teresa, chaque projet social, chaque cause qu'elle défendait. Tout découlait de cette vieille blessure qu'elle avait transformée en raison d'être. Et quand tu as vu Antonia ce soir-là au restaurant, j'ai vu mon père, ajoutait Teresa. J'ai vu quelqu'un qui restait debout, fier, alors que le monde entier lui demandait de s'agenouiller. Et je savais que c'était à mon tour d'être la Donna Elena de quelqu'un. Un silence s'installa un instant, un silence qui se passait de mots. Puis, Teresa redressa les épaules, s'essuya les yeux du revers de la main et redevint celle que le monde connaissait. Une femme de fer au cœur tendre. Silvana, déposez la requête. Fabrizio témoignera officiellement demain. Et je souhaite une audience au plus vite. Et Renato? Quand il apprendra l'existence de la plainte, il réagira.
J'y compte, a déclaré Teresa. Les hommes comme lui, acculés, font des erreurs. Et celle qu'il commettra sera la dernière. Ce soir-là, Antonia coucha Valentina et s'assit près du lit de sa fille, observant la respiration calme de celle qui était enfin soignée et entourée de médicaments. Donna Lucinda apparut sur le seuil de la chambre avec une tasse de thé et s'assit près de sa fille. « Tu as changé, Antonia » dit-elle doucement. « Différente en tant que mère. Différente dans le bon sens du terme. C'est comme retrouver quelque chose qu'on avait perdu. » Antonia regarda Valentina endormie. Elle pensa à Raphaël. À son sourire lors de l'inauguration d'Almaviva. Dans la façon dont il tenait Valentina sur ses genoux et disait qu'elle était le plat le plus parfait que la vie ait jamais créé. « Je l'ai trouvé, maman. J'ai trouvé la raison d'arrêter de simplement survivre et de recommencer à vivre. » Donna Lucinda tenait la main de sa fille. Et toutes deux restèrent là, dans le silence de cette petite pièce, sentant qu'un événement important approchait. Quelque chose qu'Antonia ne pouvait pas encore pleinement percevoir, mais qu'elle ressentait de tout son être. Car dans quelques jours, elle se retrouverait face à face avec Renato Montero. Pas dans un restaurant. Pas comme serveuse. Mais comme cette femme qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer, le jour de l'audience arriva sans prévenir. Comme toutes les choses qui changent une vie à jamais. Antonia se réveilla avant l'aube, s'assit au bord du lit et écouta la respiration de Valentina. Valentina dormait paisiblement à ses côtés. La fièvre n'était pas revenue depuis le début du traitement. La fillette mangeait mieux, riait davantage et dessinait des fleurs sur tous les bouts de papier qui lui tombaient sous la main. Et cette amélioration silencieuse prouvait que, lorsqu'on intervient au bon moment, des miracles se produisent sans un bruit. Donna Lucinda apparut sur le seuil de la chambre, une tasse de café à la main. « Es-tu prête, ma fille ?» Antonia regarda sa mère. « Oui. Pour la première fois depuis longtemps, je suis prête. » Teresa a envoyé une voiture chercher Antonia. Durant le voyage, Antonia regardait par la fenêtre et pensait à Raphaël. À son sourire. À la façon dont il disait que cuisiner était un acte d'amour, car on ne prépare pas un repas pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Il pensait à l'âme vivante. Aux murs qu'il avait peints de ses propres mains. Aux tables qu'il avait choisies une à une. Elle écrivait et réécrivait le menu jusqu'à ce que chaque plat raconte une histoire. « Aujourd'hui, c'est pour toi, Rafa » murmura-t-elle à la fenêtre. « J'avais promis de me lever. Et je l'ai fait. » Le palais de justice se trouvait dans un quartier central de la ville qu'Antonia connaissait de vue, mais jamais de près. C'était un bâtiment imposant, avec de larges escaliers et des portes qui semblaient conçues pour rappeler à quiconque que les mots avaient un poids à l'intérieur. À l'entrée, Teresa l'attendait aux côtés de Silvana Rocha. Marcelo Fonseca se tenait un peu en retrait, un dossier de documents à la main, l'air de quelqu'un qui avait tout préparé dans les moindres détails. À leur côté, la tête baissée et les mains dans les poches, se tenait Fabricio Duarte, prêt à témoigner. « Comment allez-vous » demanda Teresa en prenant les mains d'Antonia. Tremblante intérieurement, mais ferme à l'extérieur. Teresa sourit. C'est ainsi qu'on affronte l'impossible. Ils entrèrent ensemble. La salle d'audience était plus petite qu'Antonia ne l'avait imaginé. Des bancs en bois, une estrade pour le juge, des tables d'appoint pour les parties. De l'autre côté de la salle, déjà assis à côté de deux avocats qui facturaient alors ce qu'Antonia gagnait en un mois, se trouvait Renato Montero. Quand leurs regards se croisèrent, Antonia changea d'atmosphère. Renato la reconnut immédiatement. La serveuse. Celle qu'il avait juré de détruire. Mais à présent, elle ne portait pas de tablier. Elle n'avait pas de plateau, elle n'était pas entourée de tables et de couverts. Il se trouvait de l'autre côté de la barrière, dans un processus judiciaire. Et, pour la première fois de sa vie, Renato n'avait plus le contrôle. Son expression oscillait entre surprise et colère. Il se tourna vers ses avocats et leur murmura quelque chose qu'Antonia ne put entendre. Mais Silvana parvint à lire suffisamment sur ses lèvres pour comprendre que Renato n'avait toujours pas saisi la gravité de la situation. L'audience commença. Silvana présenta les faits avec la précision d'un chirurgien. Chaque document, chaque registre, chaque transaction financière prouvait la manipulation du prêt de Raphaël Tavares. L'assistance, plongée dans un silence absolu, écoutait tandis qu'elle retraçait le lien entre l'ambition de Renato et la destruction de toute âme. Et la destruction de cette âme vivante entraîna la dévastation d'une famille entière. Fabricio Duarte fut alors appelé à témoigner. Il se leva. Il s'avança vers l'avant de la salle, évitant le regard de Renato qui le transperçait d'une fureur silencieuse. Il s'assit, ajusta le micro et, d'une voix tremblante mais déterminée, raconta tout. La présentation au directeur de la banque. Les réunions en coulisses.
La décision délibérée de participer à un stratagème dont il savait qu'il ruinerait un petit entrepreneur. Je savais ce que nous faisions, a déclaré Fabricio en regardant le juge. Je savais que cet homme allait tout perdre. Et pourtant, j'ai continué. Parce que c'était pratique. Parce que c'était rentable. Et parce que je me disais que ça ne me regardait pas. Mais en fait si. Ça a toujours été le cas. Renato se leva de sa chaise. C'est un mensonge. Cet homme invente tout pour se sauver. Le juge a demandé le silence. Les avocats de Renato l'ont ramené de force sur sa chaise. Mais le mal était fait. Le masque de l'homme d'affaires maître de lui était tombé. Il ne restait plus que le visage d'un homme qui sentait le sol se dérober sous ses pieds. Après Fabricio, ce fut au tour d'Antonia. Elle s'avança vers l'avant de la salle, les jambes tremblantes, mais le dos droit. Il s'assit, regarda le juge et commença à raconter la même histoire qu'à la Fondation Vidal. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Renato écoutait. Il a parlé de l'enthousiasme qui régnait. De la façon dont Raphaël rêvait de ce restaurant depuis son plus jeune âge. De la façon dont chaque centime économisé avait été investi dans ce projet. Il raconta comment les premiers clients étaient arrivés et comment Raphaël avait quitté la cuisine pour saluer chacun d'eux personnellement car, pour lui, chaque repas servi était un cadeau. Il parla du jour où les lettres de la banque commencèrent à arriver. Du désespoir dans les yeux de Raphaël. Des nuits blanches. De la lumière qui s'est éteinte en lui jusqu'à disparaître complètement. Mon mari n'a regretté aucun restaurant. Antonia dit, la voix ferme malgré les larmes, elle a perdu sa raison d'être. Et moi, j'ai perdu l'homme que j'aimais. Ma fille a perdu le père qu'elle ne connaîtra jamais vraiment. Et tout ça parce qu'un homme a décidé que le rêve d'une autre personne était un obstacle sur son chemin. Elle regarda Renato. Directement. Sans haine. Sans ressentiment. Avec quelque chose d'infiniment pire pour lui que n'importe quelle colère. C'est vrai. Il m'a hurlé au visage ce soir-là au restaurant. Il m'a traité d'incompétent. Il a dit qu'il allait me détruire. Et le plus triste, c'est qu'il m'avait déjà détruit des années auparavant. Je ne m'en souvenais plus. Parce que pour toi, ma famille n'a jamais été qu'un détail insignifiant. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Le juge. Les avocats. Le personnel du tribunal. Personne ne bougea. Personne ne respirait bruyamment. Car les paroles d'Antonia portaient le poids de quelque chose qui dépassait de loin un procès. Ils portaient le poids de la vérité nue. Sans filtre. Indéfendable. Renato ne dit rien. Pour la première fois depuis qu'Antonia le connaissait. Le millionnaire qui avait l'habitude de crier. Il a pointé du doigt. Il a proféré des menaces et intimidé. Il n'avait pas un seul mot à dire. Elle baissa simplement les yeux et fixa ses propres mains, comme si elle y voyait quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Le jugement est tombé plusieurs semaines plus tard. Renato Montero a été reconnu coupable de contraintes financières et d'abus de pouvoir économique. Les dommages et intérêts étaient considérables. De quoi garantir le traitement complet de Valentina et reconstruire ce qui lui avait été enlevé. Mais plus que l'argent, c'est la médiatisation qui a eu le prix le plus élevé. Les journaux ont publié l'affaire. Les réseaux sociaux ont amplifié le message. Et l'empire de Renato Montero, bâti sur la ruine silencieuse de ceux qu'il jugeait insignifiants, a commencé à s'effondrer sous le poids de la vérité. Fabricio a pleinement coopéré avec les autorités. Son témoignage fut déterminant pour l'issue du procès. Il n'en sortit pas indemne. Il fut reconnu coupable de son implication, mais sa coopération fut prise en compte dans la sentence. Après les événements, il se retira du monde des affaires et ne fut plus jamais revu dans les mêmes milieux. Bruna Montero a demandé la séparation avant même le prononcé du jugement. Elle a déménagé dans une autre ville et a recommencé sa vie avec le peu qu'elle possédait. Et un après-midi, quelques semaines plus tard, il envoya une lettre à Antonia. Elle était courte. Elle disait simplement « J'aurais dû agir plus tôt. J'espère qu'un jour tu me pardonneras d'avoir mis autant de temps. Tu m'as appris que s'affirmer est un choix. J'ai finalement fait mon choix. » Antonia a lu la lettre 3 fois. Et elle a répondu par une seule phrase. « Le courage n'a pas de date de péremption, Bruna. L'important, c'est que tu aies osé. » L'école de cuisine de la Fondation Vidal a été inaugurée par une journée ensoleillée qui semblait avoir été choisie pour l'occasion. Teresa organisa l'inauguration avec la simplicité souhaitée par Antonia. Pas de longs discours ni de grandes cérémonies. Juste les premières étudiantes, l'équipe de la Fondation et tous ceux qui avaient rendu ce moment possible. Monsieur Amadeu fut invité et accepta immédiatement. Il était accompagné de Claudia qui,
en voyant Antonia gérer cet immense espace, avec ses comptoirs étincelants et ses fours embaumant l'air d'un délicieux parfum de pain frais, serra son ancienne collègue dans ses bras et fondit en larmes. « J'ai toujours su que tu étais trop douée pour ce restaurant, » lui dit-elle. Claudia dit entre deux sanglots. Ce Amadeu serra la main d'Antonia, les yeux embués de larmes. La terrasse des Belles Montées n'a plus jamais été la même sans toi. Mais à la vue de ce spectacle, chaque larme versée en valait la peine. Donna Lucinda, assise dans un coin, Valentina sur les genoux, observait la scène avec le sourire serein de celle qui, forte de son expérience, sait que la vie, lorsqu'elle daigne récompenser, le fait avec générosité. Teresa fut la dernière à prendre la parole. Elle monta sur une petite estrade improvisée, regarda les femmes rassemblées et déclara « Cet espace existe grâce à une femme qui a tout perdu, mais qui n'a pas perdu sa dignité. Une femme qui a travaillé 3/4 de travail pour acheter des médicaments à sa fille, qui a été publiquement humiliée et qui a répondu par la vérité. Qui est restée droite alors que le monde entier lui ordonnait de s'agenouiller. Cet espace est pour vous tous, mais il est né grâce à elle. Antonia n'est pas montée sur scène, elle n'a pas prononcé de discours. Elle est simplement restée là, au milieu de cette cuisine, entourée de personnes qui croyaient en elle, et a ressenti quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis l'époque d'Almaviva, le sentiment d'appartenance. Mais le moment qui resta gravé dans la mémoire de chacun survint plus tard, alors que les invités commençaient à partir. Valentina lâcha la main de sa grand-mère, courut vers sa mère et tira sur le bas de la robe d'Antonia. « Maman, où sommes-nous » Antonia se baissa, se mit à la hauteur de sa fille et prit son visage entre ses mains. « C'est ici, mon amour, que maman apprendra aux autres à cuisiner, comme papa le faisait. » Les yeux de Valentina s'écarquillèrent. « Comme papa ? Comme papa ?» La petite fille regarda autour d'elle les comptoirs, les fours, les gens souriants, et dit avec cette simplicité bouleversante propre aux enfants « Alors papa serait content, n'est-ce pas, maman ?» Antonia serra sa fille si fort dans ses bras que le monde autour d'elle disparut. « Et donc, mon amour, papa serait très heureux. » Et là, dans cette cuisine aux effluves de renouveau, imprégnée par la raison d'être de toute chose, Antonia Tavares comprit enfin une leçon qui lui avait pris des années. La vie ne prend rien sans donner en retour. Les rêves brisés peuvent renaître sous d'autres formes. Cette dignité ne s'achète pas et ne se détruit pas par le pouvoir. Et rester digne, même quand tout s'écroule autour de soi, n'est pas seulement un acte de courage. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain.